Ila. Kaka pona ulanda. Babisi te yaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission. Un homme, un concept. On parle de l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo pour analyser cette actualité marquée par les différentes visites du chef de l'État à l'extérieur du pays, c'est son jour, sur la suspension de l'installation des sénateurs, sur la corruption qui gangrène quand même les différentes élections à suffrage indirect ici au pays. J'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que j'ai peu reçu depuis un bon bout de temps. Recevez avec moi Chris Mukendi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. J'avais appris à vous présenter comme étant cadre du CDR, vous ne l'êtes plus. Oui. Maintenant, Chris Mukendi, c'est un cadre de la FDC. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe simplement que j'ai décidé de poursuivre ma carrière politique dans la FDC. Et dans ma correspondance, j'avais dit que c'était pour convenance personnelle, c'est vrai. Mais il faut dire que j'ai connu ce qu'on appelle une rupture de confiance avec mon chef, mon ancien chef, qui est Jean-Lucien Boussa. Et vous savez, en politique, la confiance du chef, c'est un bouclier, c'est un rempart, c'est ce qui vous protège. Et dès lors que vous ne jouissez plus de cette confiance, et je trouve qu'il n'y a plus intérêt à rester dans un parti où l'adversité, d'abord en interne, est très forte. Et j'ai en tout cas décidé de poursuivre ma carrière politique dans un autre parti politique. Et d'après vous, selon vous, à quoi est due cette rupture de confiance? Je me rappelle, lorsque nous étions encore dans notre siège au CEDER, au niveau de Kasavubu sur Force, sur la porte du chef, il avait marqué un message que quand un chef commence à écouter le mensonge, tous ses collaborateurs deviennent des malhonnêtes. Et j'avais apprécié le fait que le chef avait mis ce genre de message sur l'entrée de son bureau, ce qui permettait à ce que les gens qui entraient ne pouvaient pas apporter de mensonges. Mais j'ai, à travers les temps, malheureusement, vous savez, en politique, tout le monde ne vous aime pas toujours. Hein. Il y a des gens qui viennent raconter des histoires, il y a des gens qui vous combattent pour des raisons qui leur sont propres. Et malheureusement, le chef a prêté oreille, il a prêté oreille, et ce qui a occasionné cette rupture de confiance entre mon chef et moi. Et j'ai considéré qu'une relation, c'est comme le mariage, qui n'est plus fondée sur la confiance, il ne vous reste plus qu'à partir. À partir, oui, mais certains diront que vous étiez parmi les protégés, les privilégiés de Jean-Lucien Boussa. On ne peut pas comprendre soudainement qu'il y ait cette rupture de confiance. Vous étiez quand même l'un des bénéficiaires de différents acquis de Boussa. Non, mais je voudrais beaucoup plus que vous puissiez dire que j'étais parmi les plus actifs. Hein, je n'étais pas que... Et en le tout plus cas pour moi, aussi, hein? je ne considère pas que ça a été un privilège, c'est vrai, privilège de travailler à côté d'un homme aussi intelligent, d'un homme aussi brillant. De bénéficier de certains avantages. Surtout... Avantages, on a travaillé dans 2 cabinets successifs où j'ai exercé, il faut le dire, les fonctions de chargé de mission et de conseiller, mais il faut dire que c'était le fruit de la lutte aussi. Ce n'était pas, en tout cas, je ne voudrais pas dire ici, où l'opinion ne doit pas considérer que c'est une faveur qui n'a pas été méritée. Je pense que c'était les fruits du travail commun, abattu ensemble avec d'autres cadres du CEDER. Donc, dès lors que la confiance n'est plus le fondement, le socle d'une relation en politique, ça devient très dangereux de vivre dans un environnement pareil. Alors, comment ça se passe maintenant, votre relation avec Jean-Lucien Boussa? Vous vous parlez, vous vous voyez, vous vous saluez, ou c'est chacun pour soi? Non, mais je pense que l'honorable Jean-Lucien Boussa, c'est
un monsieur mature, un monsieur intelligent. Et au-delà des relations politiques, nous entretenons d'autres relations. Donc je pense que c'est vrai que politiquement, j'ai pris une autre direction, mais d'une manière ou d'une autre, nos chemins vont se croiser pour l'intérêt soit du pays ou pour d'autres intérêts. Mais vous n'avez pas peur qu'un jour qu'il puisse dire que vous avez trahi? Parce que vous étiez quand même son homme de confiance, hein? Vous avez trahi. Non, je ne pense pas avoir trahi. Et je pense simplement avoir pris une décision que j'ai longuement mûrie. Parce que ça devenait... le fait de travailler avec un chef qui ne vous reçoit plus, un chef qui ne prend plus vos appels téléphoniques, un chef qui ne sait plus vous accorder son oreille, était devenu très dangereux pour moi. Est-ce que votre échec à la députation provinciale y est pour quelque chose? Vous vous êtes senti peut-être pas assez soutenu pendant la campagne pour que vous puissiez avoir aussi un siège là-bas? Non, mais je crois que le CDR a soutenu ses candidats. A soutenu ses candidats dans la mesure du possible. Le vrai problème, c'est que nous sommes ici à Kinshasa. Ça n'a pas été facile, cette mutation, parce que vous savez qu'on a été au gouvernement comme opposition, mais cette mutation de l'opposition est adhérée au FCC, ça n'a pas été facile. Et déjà, en interne, on a connu une démobilisation de nos cadres, on a connu une démobilisation de nos sympathisants. Donc, ce n'était pas un choix facile, mais bon, nous nous sommes battus. Et les résultats, vous savez ce qu'a été ces élections aussi, hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les élections, mais je pense que la population nous a accordé son suffrage. Simplement, les élections n'ont pas été aussi très crédibles. Alors, vous parlez de cette difficulté que vous avez eue, de cette mutation de l'opposition vers le FCC, mais curieusement, vous faites votre mercato, j'allais dire, ce transfert, vous allez de CDR à la FDC, donc vous restez dans le FCC. Mais j'y étais déjà. Le CDR s'est trouvé déjà. Et je pense que mon choix d'appartenir à la FDC n'a pas été un choix motivé par le fait que le FDC appartient au FCC. C'est un choix qui a eu d'autres motivations. Lesquelles? Non, mais vous savez, madame, tous les joueurs qui jouent dans des équipes ici au Congo ont ambition de jouer dans des grandes équipes, hein. Je pense que si aujourd'hui il y a l'offre qui s'est présentée devant la table de Mputu pour aller jouer à Barcelone, il n'hésiterait pas un seul instant. Je pense qu'aujourd'hui, la FDC, c'est un des grands partis politiques du pays. C'est un peu votre Barcelone. Et le CDR, c'est un peu J'ai juste pris un exemple pour illustrer. Et je pense qu'on n'a pas à le dire ici sur ce plateau que la FDC, c'est un des plus grands partis politiques du Congo. Et que le professeur Bahati est un grand acteur politique dans ces pays. Donc, vous ne quittez pas quand même quelqu'un de la trempe de Jean-Lucien Boussa pour aller adhérer dans un parti politique qui ne représente rien dans le pays. Donc, mon choix a été motivé d'abord par les ambitions que portent aussi ces partis politiques, la FDC. C'est un grand parti politique dont l'ambition est d'être la première force politique dans les pays. C'est déjà une grande ambition. Vous savez, quand nous étions au CDR, nous nous sommes battus pour que, à l'issue des élections, le CDR soit compté parmi les 5 grands partis politiques du pays. Mais seulement, cet objectif n'a pas été soutenu par des politiques en interne. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les CDR ne se retrouvent même pas parmi les 10 premiers partis politiques à l'Assemblée nationale. Donc c'est aussi un objectif qui n'a pas été atteint. Mais bon, là aujourd'hui, j'évolue avec des gens qui travaillent par rapport à l'ambition qu'ils ont. Et je pense que à leur côté, je pourrais aussi apporter ma modeste contribution. Et justement, on voulait savoir c'est quoi la particularité que vous pouvez apporter. Déjà, vous venez de le dire, la FDC, c'est un grand parti. Il peut bien se passer de vos services. C'est quoi la particularité que vous comptez apporter à la FDC, que la FDC n'a pas? Mais je pense que s'il y a un siège qui reste vide dans un stade, le stade n'est pas toujours plein. Donc, je pense que ma contribution pourra apporter toujours ma présence dans la FDC. Vous aurez à m'apprécier. Je sais que vous connaissez mon parcours dans le CDR, ce que j'ai eu à faire dans le CDR pour son émergence. Et je sais que la FDC, c'est un grand parti politique, mais on n'est pas encore arrivé.
On n'est pas encore arrivé à atteindre la dimension du PPRD. On n'est pas encore arrivé à atteindre la dimension des l'UDPS. Je pense que notre présence au sein de ces grands partis politiques pourra toujours apporter quelque chose. Je connais mes capacités, je connais mes compétences et je pense que je ne serai pas le moindre de ces cadres. Alors, parlons maintenant de cette actualité. Là, on venait de parler de vous, de cette mutation, de ce transfert, de ce mercato. On peut multiplier comme ça des noms, des synonymes, mais on parle maintenant du pays. On a eu un nouveau président qui a été investi, qui a commencé à travailler. Votre analyse sur les premières actions de Félix Tshisekedi? Je voudrais d'abord ici saluer la première passation de pouvoir démocratique dans les pays, pouvoir qui s'est passé de manière pacifique. Et vous savez, tout le monde, c'est pas tout le monde ne s'attendait pas à ce que les choses se passent de cette manière. C'était une grande émotion, c'était un grand plaisir, un grand bonheur de voir cette passation de pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Maintenant que le président Tshisekedi est au pouvoir, je pense qu'il est en train de donner des signaux très forts de sa vision en rapport avec le pays. Lutte contre la corruption, l'amélioration des conditions des militaires, des décisions qui ont été prises dans le sens de sanctionner les mauvais gestionnaires. Et je pense qu'il est dans la bonne direction, il est dans la bonne voie. Des décisions assez sélectives selon certains, hein? Je et pense surtout jusque-là, pour certains des paroles, oui, lutte contre la corruption, oui, on le dit, mais comment on lutte contre la corruption, ça, on ne le dit pas. Non, mais avec la suspension du Sénat, nous comprenons qu'il y a un problème. Vous savez que cette élection a été caractérisée par une corruption à ciel ouvert. Il y a eu des gens qui ont dénoncé. J'ai vu une lettre de Madu Moulumba qui désistait. J'ai vu une lettre de M. Atundu qui s'est plaigné. Et vous avez vu le mouvement dans la ville qui condamnait ce genre de Mais pourquoi n'avoir pas pris la décision en amont? Au lieu d'attendre à ce qu'on organise des élections pour ensuite suspendre, d'autant plus qu'il y avait déjà des gens qui décriaient cela. Non, mais je pense qu'il faut faire la différence entre l'institution président de la République et les cours des tribunaux. Parce que j'avais suivi aussi un communiqué du procureur qui demandait à la CENI de surseoir ses calendriers parce qu'il avait des soupçons, des corruptions qui étaient entachées à ces élections. Mais bon, je pense que pour faire le bien, il ne faut pas dire que non, le mal est déjà consommé, avançons seulement. Donc il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Et je pense que la décision qui a été prise par le président de suspendre, parce qu'il faut faire la différence, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a annulé l'élection des sénateurs. L'élection n'a pas été annulée. On a suspendu l'installation. Donc, pour quelle finalité, c'est à se demander? Parce qu'il y a des enquêtes, parce qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. Imaginez quelqu'un, un sénateur qui a déjà recouvré ses immunités, même la loi les dit, il ne peut pas être poursuivi. Donc je pense qu'avant qu'ils ne recouvrent leurs immunités, il faudrait qu'il y ait d'abord des enquêtes. Si des preuves sont établies qu'il y a eu des députés provinciaux qui ont été corrompus, et je pense que le président Tshisekedi a placé son mandat sur les tickets de la bonne gouvernance, non à la corruption, et il faut qu'il donne des exemples. Il faut qu'il montre le chemin à suivre. Je pense que sa démarche doit être soutenue par tout le monde. On ne peut pas construire un pays dans la corruption. Ce sont des pratiques qu'il faut rompre, les pratiques du passé avec lesquelles il faut absolument rompre. C'est bien beau de dire qu'il faut rompre, sauf que certains estiment que non, mais c'est un problème vraiment lié à l'UDPS. Ça n'a rien à voir avec l'institution président de la République. Voilà. Est-ce que s'il y avait des sénateurs de l'UDPS élus, allons-nous avoir une telle décision aussi? Non, je pense que le problème, ce n'est pas le fait que l'UDPS n'a pas élu ses sénateurs. Le problème, c'est la corruption. Des preuves de corruption. Je pense que si les députés de l'UDPS, de manière libre, avaient accordé leur suffrage à d'autres sénateurs qui n'étaient pas de l'UDPS, il n'y aurait pas de problème. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des preuves, des corruptions qui doivent être
sanctionner. En attendant, la CENI, on a suspendu l'installation du Sénat, mais la CENI projette déjà l'organisation des gouverneurs avec les mêmes députés provinciaux. On dit, on retourne à la case de départ, qu'est-ce qu'on a voulu faire alors? Puisque le corps électoral reste le même. Le corps électoral sont les députés provinciaux, ils étaient le même que ceux du Sénat, et ce sont eux qui vont élire les gouverneurs. Alors on se dit à quoi aurait servi cette décision? Non, mais je pense que c'est deux niveaux d'élection, Sénat et les gouvernorats. Et je pense avec les mêmes corruptibles ou les mêmes corrompus, les mêmes... mais les enquêtes sont en cours. Je pense que ces enquêtes vont aboutir au fait que les députés qui seront attrapés la main dans le sac seront invalidés au profit de leurs suppléants. Ils auront déjà voté un gouverneur. Un gouverneur, peut-être qu'ils voteront, mais sans pour autant procéder de la même manière qu'ils ont procédé pour les sénateurs. Je pense qu'avec ce qui s'est passé, ça servira de leçon aux députés provinciaux. Si demain ils doivent voter des gouverneurs, ils les voteront probablement parce qu'il y a un projet pour la province. Mais les députés provinciaux n'ont pas été sanctionnés. D'ailleurs, ils ne le sauront pas, ils ne peuvent pas être sanctionnés. Il y a des enquêtes. Hein. Il y a des enquêtes, ils pourront peut-être pas être sanctionnés. C'est plus les sénateurs qui en pâtissent maintenant. Ce sont eux qui auront des difficultés pour soit ne pas siéger ou soit voir leur siège n'est pas. Et c'est ça la difficulté même que certains présentent dans la décision prise récemment par le président de la République aussi. Je pense aussi, là c'est mon analyse personnelle, quand cette décision a été prise, je me disais, mais pourquoi ne pas avoir pris cette décision dans les circonscriptions à problème? Parce que ce n'est pas tous les Sénats qui a connu, ce n'est pas toutes les provinces qui ont... Mais c'est la décision du chef. Le chef a décidé de surseoir. Mais si c'était à moi de décider, je me disais, bon, ok, les cas de corruption ont été dénoncés dans les Bas-Congo, ça a été dénoncé dans les Maniema. Pour le Maniema, et comme on a fait pour la députation nationale, il y a des élections qui vont se dérouler à Beni, à Butembo, les dimanches. Ce dimanche, mais non, cela n'empêche que l'Assemblée nationale siège. Donc, on pouvait bien installer les sénateurs qui n'avaient aucun problème de corruption et prendre des mesures conservatoires quand au coin où la corruption a été dénoncée, et on permettrait à l'institution Sénat de fonctionner normalement. Mais je pense aussi que si on a pris, c'est pas 1 mois, 2 mois de retard, ça n'empêche pas que le Sénat fonctionne normalement. On va parler quand même de l'action de Félix. Vous pensez comme certains qu'il est pris en otage par le FCC? On a entendu l'archevêque de Kinshasa le dire, Fridolin Ambongo, il n'y a pas si longtemps que cela. On a entendu le président français le lui dire d'ailleurs au Kenya qu'il faut prendre vos distances avec l'actuel chef ou l'ex-chef de l'État. vous pensez réellement que Félix Tshisekedi a les mains libres pour mener la politique de ses moyens? Je ne pense pas, mais c'est l'impression que l'opinion a. Et cette impression est justifiée par l'effet que le FCC aujourd'hui a la majorité parlementaire. On ne peut pas aujourd'hui envisager une politique nationale dans le pays sans pour autant, en se passant du FCC. Si la population avait accordé au président Félix une majorité parlementaire, je pense qu'il n'aurait pas autant de difficultés. La difficulté aujourd'hui, c'est que le Premier ministre doit provenir de la famille FCC. Famille à laquelle n'appartient pas le président de la République. C'est là la difficulté. Surtout auprès de la base, hein, cette difficulté, la pilule a du mal à passer auprès de la base de l'UDPS. Comment composer? Justement. Donc, comment composer? Donc, ça sera, je pense que ça sera dans les cadres d'une coalition. On n'a pas de choix. Le cash doit impérativement faire une coalition avec les FCC pour diriger. Mais vous avez vu la réaction de la base quand il n'y a eu aucun sénateur cash ou UDPS? Non, là je pense que c'est un problème interne à l'UDPS. S'il n'y a pas eu de sénateur UDPS élu, c'est un problème interne qui doit être réglé au niveau de l'UDPS. Mais des voix se lèvent pour dire qu'on ne veut pas avoir, si c'est là, cette coalition risque d'être difficile quand même de part et d'autre. Je pense que le président Félix, c'est un homme d'État, c'est un homme assez
mature. Vous savez, Machiavel disait, les peuples demandent parfois les changements, mais c'est parfois pour changer un cheval borgne par un cheval aveugle. Donc il faut que le président Félix puisse jouir complètement de ses droits et obligations constitutionnelles, sans pression. Vous connaissez la Sans portée, pression. vous connaissez le pouvoir de la base de l'UDPS. Le pouvoir de la base, ils ne peuvent l'exercer que sur les sièges de l'UDPS. Je pense. Et à l'UDPS, il y a des instances, s'ils doivent se plaindre. Ils n'ont qu'à se plaindre auprès du président intérimaire de l'UDPS parce que leurs députés provinciaux n'ont pas voté leurs sénateurs. Mais ce n'est pas un problème qui est directement lié au pays. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous, en tant que FCC, vous êtes un peu gourmand? Vous êtes dans une coalition, mais vous ne voulez pas laisser une petite partie aux autres. C'est le cas avec le sénateur, c'était le cas avec les assemblées provinciales. Vous avez tout raflé au nom de la majorité et du coup, le cash risque de se retrouver qu'avec l'institution président. Non, mais je pense que ça, c'est une question d'organisation aussi. Quand vous avez des objectifs, quand vous avez des ambitions, mais il faut que vous puissiez vous organiser. Vous voyez avec les résultats des législatives ou des provinciales, vous allez vous rendre compte que le cash s'était organisé juste pour la candidature du président Félix. Mais maintenant qu'il y a une coalition, est-ce qu'il n'y a pas moyen au niveau du FCC de céder une Non, mais petite je partie pense que ça sera les cas. Mais imaginez que vous composez avec quelqu'un qui vient avec 3 députés. Vous en avez 97. Vous avez 97 députés. Et votre, c'est pas votre partenaire en a 3. C'est vrai que vous pouvez lui offrir aussi l'opportunité de participer à la gestion, mais à quel niveau de responsabilité? Donc c'est ça aussi la vraie question. Donc je pense que dans le cadre de la gestion de ses ambitions, chacun voudrait démontrer qu'il est une force. Aujourd'hui, au sein du FCC, on ne peut pas se passer de l'AFDC. On ne peut pas se passer de l'AFDC. L'AFDC a les droits de réclamer la primature, comme il a les droits de réclamer aussi l'Assemblée nationale. Non, comme il a les droits aussi de réclamer... déjà, c'est bon. Non, justement. Donc, c'est les rapports de force. Nous sommes dans un contexte des rapports de force. Vous apportez beaucoup, on vous donne beaucoup. Vous apportez peu, on vous donne peu. C'est même une loi biblique. Mais le problème, c'est ça. Le principe est tellement clair, mais c'est au niveau des bases, c'est au niveau de cette population qui risque de penser qu'il n'y a vraiment pas eu changement parce que ce sont les mêmes têtes qui risquent de revenir. Non, moi je pense que le problème, ce n'est pas les acteurs. Le problème, c'est le système, la politique que le président Félix veut imprimer. Vous savez, vous pouvez prendre un corrupteur, mais qui travaille avec un monsieur serré comme Félix, et les messieurs se disent, ben, en tout cas, si je vole ici, je pars. Hein. Donc, c'est l'impulsion qui est donnée au sommet. Si le président Félix lutte contre la corruption, je pense que tous les ministres, partout où ils sont, chacun dira, hey, il faut gérer avec beaucoup de rationalité. Hein, il faut qu'il y ait de l'orthodoxie dans ce que nous sommes en train de faire. Sinon, nous serons sous le coup des sanctions. Et vous pensez que Kabila n'a pas eu à faire ça? Il avait fermé les yeux contre tous ces corrupteurs. Mais je pense que ça a été la faiblesse du régime du président Kabila. L'impunité. Ouais, l'autorité morale du FCC. Justement. C'était une faiblesse. Mais est-ce que ça va changer? Parce qu'il reste l'autorité morale. Mais il a la même mise. Il a montré ses faiblesses et aujourd'hui il va composer. Est-ce que ça va changer grand? Il y a un nouveau président de la République. C'est M. Félix Tshisekedi. Donc je pense que c'est à lui de donner l'orientation et le gouvernement suivra et le peuple suivra. Alors certains disent, depuis qu'il est là, certains ont même compté, et le président Tshisekedi a fait plus de 10, il a rencontré presque 17 présidents. La semaine prochaine, il en rencontrera peut-être un 18e, où il a fait le tour d'Afrique et il n'a pas fait le tour de province. Vous pensez, comment vous expliquez cette stratégie du nouveau président? Je pense qu'il est dans une démarche de consolider son pouvoir. C'est important. Vous savez que ces élections ont été contestées. Nous avons un candidat malheureux qui réclame la vérité des urnes, qui va à travers le monde pour le réclamer et même danser, hein, la vérité des urnes. Je pense que le président Félix, cette démarche-là, entre dans les cadres de consolider son pouvoir.
Et le Congo, il a tous les temps, il a 5 ans. Il va faire le tour du Congo. Il aurait peut-être pu commencer en interne. La consolidation du pouvoir vient de l'extérieur. Bah, madame, imaginez que nous avons 9 voisins autour de nous. Quand l'Est est attaqué, c'est attaqué à partir de quel pays? Donc je pense que c'est tout à fait normal. Ce que le président Félix est en train de faire, je pense que c'est pour l'intérêt du Congo. Il ne le fait pas pour son intérêt, il le fait pour l'intérêt du Congo. J'ai suivi les communiqués de l'ambassade des États-Unis qui adhère à la démarche du président et qui promet de les soutenir dans sa vision de lutter contre la corruption, dans sa vision de lutter pour que le droit de l'homme ne soit pas qu'un mot au Congo. Je pense que ça entre dans le cadre de la consolidation de sa politique. C'est important qu'il puisse avoir l'appui extérieur. Je parlais justement je posais cette question tout à l'heure. Cette communauté internationale qui demande à Félix Tshisekedi de s'éloigner de son partenaire du FCC, de l'emprise de l'autorité morale du FCC, comment vous voyez ça? Ça sera facile pour Félix, en même temps, de satisfaire cette communauté internationale qui va l'aider à consolider son pouvoir et de l'autre côté, de s'affranchir de son collaborateur, de son partenaire. Je pense que la politique du président Félix ne doit pas être une politique pour satisfaire les Occidentaux, mais il doit faire une politique pour satisfaire les Congolais. Et je pense que... Donc il doit faire fi à tout ce que ces Occidentaux... Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'il ne doit pas céder à toutes leurs caprices aussi. Parce que vous savez aussi, parfois, ce ne sont que des caprices de nos partenaires. Mais si, pour l'intérêt du Congo, le président Félix doit consulter l'ancien président, mais souvenons-nous que le président le président Kabila a 18 ans. Il a régné pendant 18 ans. Il n'y a personne qui connaît les Congos mieux que le président Kabila aujourd'hui. Et je pense que le président Félix, en faisant la remise et reprise, il a trouvé des dossiers, parfois pour lesquels il a besoin des éclaircissements. Parce que ce sont des dossiers qui ont été traités par son prédécesseur. Donc on ne peut pas demander à deux familles politiques qui veulent travailler dans un cadre de coalition de ne pas se rencontrer. C'est inimaginable. Comment faire? Il est face à un dilemme. Qu'est-ce qu'il doit faire, Félix? Non, les dilemmes du président Félix, c'est lesquels? Est-ce qu'il ne construit pas les routes? Est-ce qu'il ne travaille pas pour l'amélioration des conditions des militaires? Est-ce qu'il ne travaille pas pour l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires de l'État? S'il travaille dans cette direction-là, je pense qu'il n'y a pas de dilemme. Donc, il n'y a pas de dilemme. Vous inscrivez en faux également contre ce que Katumbi a dit, le mal congolais, c'est Kabila et qui n'a pas de problème avec Félix, et que c'est Kabila qu'on doit vraiment effacer. Mais pourquoi on doit continuer à parler de Kabila qui n'est plus président du Congo? Son ombre plane un peu partout, c'est lui qui doit donner le nom du Premier ministre. Mais il est l'autorité morale du FCC, c'est normal. Bon, voilà pourquoi il continue à inquiéter aussi certains. Non, mais laissez-lui une année, laissez-lui 2 ans, il va disparaître. Hein? Aujourd'hui, les Congolais doivent savoir qu'il y a un seul président au Congo qui signe les ordonnances, qui signe les promotions. C'est un régime semi-présidentiel. Hein? Il y a le président, il y a aussi il y a aussi le Parlement. Donc ils se tiennent. Hein? Tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Je n'en disconviens pas. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que le Congo n'a pas de président. J'ai eu le privilège d'être au stade le dimanche. Vous savez ce que la foule scandait au stade? La foule n'a pas d'âme. Ben oui, mais ce sont des Congolais. La foule n'a pas d'âme, mais ce sont des Congolais. La foule a dit Félix Ndémokonzi. Il y a un seul président. Même le président Kabila sait qu'il y a un seul président au Congo. C'est Félix. On va peut-être terminer par cette question également. Une suggestion de l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, qui dit que pour que Félix puisse crédibiliser son pouvoir, il doit nécessairement se mettre ensemble avec Katumbi, Fayulu et Bemba. Allons-nous, est-ce qu'on doit encore envisager un autre dialogue Non, je pense que, vous savez, quand après les élections, il y a 2 camps qui se dégagent toujours. Il y a l'opposition et il y a une majorité. Félix peut travailler avec Fayulu dans l'hypothèse où Fayulu accepte de faire partie de cette coalition qui dirige. Mais dans la mesure où
il voudrait faire de l'opposition. Mais c'est un devoir constitutionnel, personne ne va l'en empêcher. Il faut qu'il y ait une opposition au Congo. Imaginez que tout le monde soit dans la majorité. Alors, qui va critiquer l'action du gouvernement? Non, sauf que certains pensaient que l'opposition allait être forcément le FCC. Mais bon, on se retrouve que le FCC est en coalition avec les gens qui sont au pouvoir et que ceux qui sont au pouvoir étaient dans l'opposition et les autres... Ça fait... Les résultats des élections, c'est ça le problème. Non, je voudrais bien croire aux résultats des élections aussi, au niveau de législatives. Mais si nous en tenons à ces résultats, le peuple a donné majorité au FCC. Qu'est-ce que le président Félix peut faire si vous ne lui avez pas donné cette majorité qu'il attendait? Peut-être envisager ce que les autres avaient prévu à Genève. Au bout de 2 ans, on dissout l'Assemblée et on réorganise les élections. C'est constitutionnel, ça? Ouais, en tout cas, après une année, le président a le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De dissoudre l'Assemblée. Après une année. Mais les conditions sont posées. Dans l'hypothèse où il y a un conflit persistant entre l'Assemblée nationale et est-ce que nous ne nous acheminons pas vers une confrontation dans ce sens-là? Non, je ne pense pas. Moi, je pense que le pouvoir du président Félix se consolide du jour au jour. Et je pense que les gens qui contestaient son pouvoir commencent à mettre un peu de l'eau dans leur vin. Vous voyez, dans les rangs de la Mouka, les discours commencent à changer un peu. Il n'y a que des radicaux qui continuent à croire qu'ils sont où il est président de la République. En tout cas, merci d'avoir été de notre ce soir. Je rappelle aux téléspectateurs que j'ai reçu pour vous, Chris Mukendi, un dernier mot, un mot de la fin, à tous ceux qui pensaient ou croyaient toujours que vous étiez au CDR et qu'aujourd'hui, vous êtes maintenant dans la FDC, mais toujours dans le FCC. Non, mais je pense que mon engagement politique, c'est pour servir les Congos. Peu importe la famille politique dans laquelle je peux me trouver, mon engagement, c'est les Congos. Je travaille, je milite pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Je travaille pour que notre pays connaisse un essor, un développement. Je travaille pour que les Congolais se sentent de plus en plus mieux dans son pays. Et ce n'est pas une affaire de parti politique. Aujourd'hui, je travaille avec le professeur Bahati. Hier, je travaille avec l'honorable Jean-Lucien Boussa. Mais nous sommes toujours des Congolais et nous sommes au Congo et tous nous travaillons pour le bien du Congo. Juste une dernière question. On a vu que les jeunes n'ont vraiment pas brillé pendant ces élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, on a vu des jeunes au Sénat. Vraiment, beaucoup de jeunes risquent d'intégrer le Sénat alors que ça n'a pas été le cas au niveau de l'Assemblée nationale. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de facteurs. Et déjà, moi j'ai été candidat à Lukunga pour rappeler. Et il faut dire que moi, je ne suis pas d'accord avec les résultats qui ont été proclamés à Lukunga. Je suis un des élus à Lukunga. Mais les résultats de la CENI... Cour constitutionnelle, non? Non, mais avec quelle preuve, madame? Avec quelle preuve? Vous n'aviez pas de témoins? Avec quelle preuve? Non, les témoins, il y en avait, mais qui ont pris des résultats sur des morceaux de papier, dans des carnets. Hein, je ne vous dis même pas les résultats que j'ai trouvés dans les sites de la CENI, hein, par rapport à ce que moi j'ai réalisé comme score. Ça m'a fait rire, simplement. Donc, c'est pour dire que la jeunesse s'est battue, mais il y a eu des pesanteurs aussi. Et je pense que c'est pas pour rien que M. Nanga a été sanctionné par les Américains. Donc vous applaudissez de deux mains cette sanction? Je n'applaudis pas, mais j'ai dit ils ont eu raison de les sanctionner parce que les élections n'ont pas été assez crédibles. Merci en tout cas d'avoir été de notre ce soir. Les élections pour les provinces, pour le Nord Kivu, en fait dans le Nord Kivu, Yumbi. Le Yumbi, c'est dans le Bandundu, dans le Kwilu. En tout cas, dans le Beni Butembo, c'est vraiment ce dimanche, même si certains parlent déjà d'un désintérêt, parce qu'il n'y a pas assez d'engouement par rapport à ces élections. En tout cas, une fois de plus, merci d'avoir été de notre ce soir. Merci aux téléspectateurs qui étaient nombreux à nous suivre. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions et suggestions. Babisite ya kaka moko. Elenga kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi muki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Kobulanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano.